La servitude moderne est une servitude volontaire, consentie par la foule des esclaves qui rampent à la surface de la terre. Ils achètent eux-mêmes toutes les marchandises qui les asservissent toujours un peu plus. Ils courent eux-mêmes derrière un travail toujours plus aliénant, que l'on consent généreusement à leur donner s'ils sont suffisamment sages. Ils choisissent eux-mêmes les maîtres qu'ils devront servir. Pour que cette tragédie mêlée d'absurdité ait pu se mettre en place, il a fallu tout d'abord ôter aux membres de cette classe toute conscience de son exploitation et de son aliénation. Voilà bien l'étrange modernité de notre époque. Contrairement aux esclaves de l'Antiquité, aux serfs du Moyen-Âge ou aux ouvriers des premières révolutions industrielles, nous sommes aujourd'hui devant une classe totalement asservie, mais qui ne le sait pas, ou plutôt, qui ne veut pas le savoir. Ils ignorent par conséquent la révolte, qui devrait être la seule réaction légitime des exploités. Ils acceptent sans discuter la vie pitoyable que l'on a construite pour eux. Le renoncement et la résignation sont la source de leur malheur. Voilà le mauvais rêve des esclaves modernes, qui n'aspirent finalement qu'à se laisser aller dans la danse macabre du système de l'aliénation. Ce que je raconte, c'est l'histoire des 2 prochains siècles. Je décris ce qui viendra, ce qui ne peut manquer d'advenir, l'avènement du nihilisme. Ces mots ne sont pas de moi, bien sûr. Ils ont été écrits par Friedrich Nietzsche en 1888, au crépuscule de sa vie. Nietzsche prophétisait ainsi le sort des générations futures. Il voyait se répandre en Europe un mouvement nihiliste de crise des valeurs qui conduirait peu à peu les populations à désespérer de vivre. Nietzsche était persuadé que plus la modernité se développerait, plus les hommes s'abîmeraient dans la torpeur, la lassitude et le désenchantement. De tels propos peuvent évidemment paraître excessifs. Et pourtant, ils ont été à maintes reprises confirmés par la sociologie au cours des 2 derniers siècles. Chaque fois qu'un peuple fait sa révolution industrielle et se modernise, on assiste en effet systématiquement à l'explosion des courbes statistiques du suicide et de la dépression. Pourquoi donc l'entrée dans la modernité s'accompagne-t-elle apparemment toujours de la généralisation du spleen et du mal de vivre? En quoi les modes de vie actuels sont-ils susceptibles d'entretenir cet état de déprime? Peut-être la dépression, mineure mais banalisée, est-elle en quelque sorte une maladie des pays riches, c'est-à-dire le prix existentiel à payer pour un surcroît de confort matériel. Sans doute, les biens de consommation actuels nous permettent-ils d'avoir une vie plus agréable. Mais il semble aussi que nos nouvelles conditions d'existence induisent chez nombre d'entre nous des effets plus négatifs et conduisent au développement d'une sorte de souffrance psychique de masse, à la fois souterraine, diffuse et globale. Revenons-en par conséquent à la question de départ. Le mal-être est-il une réalité particulièrement sensible à l'époque contemporaine? Quel lien peut-on établir entre le développement du nihilisme et l'essor des conditions de vie modernes? Force est à tout le moins d'effectuer un constat étonnant. Lorsqu'un pays commence à s'enrichir, son taux de suicide explose. C'est une chose qui paraît a priori difficile à comprendre, puisqu'on pourrait naturellement s'attendre à ce que l'amélioration des conditions matérielles de vie conduise plutôt un peuple à avoir une augmentation du niveau de bonheur général
de manière à ce qu'on assiste à une diminution du taux de suicide. Pourquoi les conditions de vie modernes favorisent-elles le suicide? C'est la question que nous devons nous poser maintenant. La modernité va de pair avec un mouvement d'individualisation et de privatisation des mœurs. Le cadre économique libéral nous considère comme des individus, nous travaillons et consommons en tant qu'individus, nous ne sommes plus dépendants de la famille et du clan comme ce pouvait être le cas autrefois. Et nous y gagnons tous une liberté tout à fait salutaire. Mais dans le même temps, cet individualisme tente à nous isoler les uns des autres. Dans les villages traditionnels, chacun se sent perpétuellement espionné par ses voisins, par sa famille. Chacun souffre du cancanage. Mais dans une ville moderne, plus personne ne connaît personne et chacun souffre de l'anonymat. Or, comme le sociologue Émile Durkheim l'avait déjà montré, et comme les statistiques ont continué de le confirmer après lui, le suicide est davantage fréquent chez les populations recluses dans la solitude, au même titre d'ailleurs que la dépression. Plus on est seul, plus on risque d'être malheureux. La solitude est sans doute le principal facteur prédisposant au suicide et à la déprime. Il semblerait donc que l'individualisation des modes de vie et la privatisation moderne des mœurs aient en effet joué un rôle prépondérant dans la montée du mal de vivre en encourageant la solitude. Selon une enquête de 2004, les personnes veuves, divorcées ou célibataires se suicident beaucoup plus souvent que les personnes mariées. La société moderne, en encourageant ou en favorisant le célibat et le divorce, a donc sans doute, de ce point de vue, contribué, indirectement, à la montée du suicide. En étudiant la corrélation entre le taux de suicide et le taux de divorce dans les pays occidentaux, on remarque que les pays où l'on divorce beaucoup, comme les États-Unis, la Suède, la Russie ou le Danemark, ont statistiquement un taux de suicide plus élevé que les pays où l'on divorce peu, comme par exemple la Grèce, l'Italie ou le Portugal. Par rapport à des personnes mariées, le risque de suicide et de tentative de suicide est donc incontestablement plus élevé chez les personnes qui vivent seules. Autrefois, la pauvreté n'était pas un handicap à l'intégration. C'était même le contraire. Les populations occidentales étaient globalement très pauvres, et la richesse était une exception. Les divertissements ne coûtaient rien, pas plus que la sociabilité. Les joies étaient simples, mais elles étaient gratuites. Les pauvres avaient en fait beaucoup de relations les uns avec les autres, tandis que la richesse avait tendance à marginaliser. Dans le monde traditionnel, les plus humbles vivaient en effet au sein d'une famille étendue, en contact direct avec un vaste voisinage de villages ou de quartiers. Ce sont les riches qui se trouvaient reclus dans des appartements anonymes de centre-ville ou des demeures isolées et éloignées de toute urbanité. Quand on était riche, il y avait à l'époque en réalité peu d'autres riches avec qui sympathiser. Aujourd'hui, tout est devenu différent. Les pauvres sont la plupart du temps confinés dans la sphère étroite de leur famille nucléaire, au milieu de cités dortoirs délabrées et ghettoisées. Les pauvres se retrouvent aujourd'hui marginalisés dans des banlieues. Ce sont les pauvres qui vivent en dehors des lieux de vie, des lieux d'échange, des lieux de contact, des lieux où on peut avoir des relations avec les autres. Dans un monde de consommation, qui plus est, les dernières onces de chaleur humaine deviennent très souvent payantes. Elles se monnaient en espèces sonnantes et trébuchantes. Les plus riches compensent donc, comme ils le peuvent, le déclin de leurs attaches traditionnelles
par des activités relationnelles coûteuses, telles que les sorties au cinéma ou au restaurant, les voyages en groupe, les séances de soins du visage ou de fitness, etc. Ce sont des activités qui, aujourd'hui, permettent d'avoir des relations. On n'a plus des relations sur le pas de sa porte. Sur le pas de sa porte, on ne rencontre personne. Il faut faire des choses pour avoir des relations et faire des choses qui sont payantes. Les pauvres n'ont pas accès, ou peu, à ce genre de divertissement. C'est-à-dire, pour résumer, qu'un ouvrier, au début des années 80, et sans doute davantage encore aujourd'hui, avait en moyenne presque 6 fois moins de rapports sociaux qu'un cadre supérieur. 6 fois moins. Ça veut dire rencontrer 6 fois moins de personnes dans la journée, c'est quand même considérable. Cette nouvelle répartition géographique des classes explique que les principaux lieux d'insertion sociale ne soient plus majoritairement réservés aux pauvres. Ils sont maintenant réservés aux riches. Les relations sociales sont aujourd'hui moins fortes que dans les cultures traditionnelles, mais le mal-être qui en découle est du moins atténué lorsqu'on peut encore jouir malgré tout d'un socle basique de contact humain. Les riches peuvent profiter de l'effervescence des villes modernes pour multiplier indéfiniment les relations de passage. Mais les plus pauvres, eux, n'ont rien gagné à cette transformation. Ils ont perdu leurs attaches traditionnelles et n'ont pu les remplacer par d'autres. Les pauvres sont aujourd'hui exclus géographiquement des centres-villes. Ils sont donc exclus des lieux où on a des contacts avec les autres. Et là où ils vivent désormais, le monde traditionnel n'existe plus. On est loin des petites communautés villageoises. On vit dans des cités totalement anonymes où par conséquent les relations se font extrêmement rares. La racine fondamentale du phénomène du suicide et de la vague de dépression qui lui est corollaire doit donc très certainement être imputée en premier lieu à l'effritement des rapports communautaires et à la déperdition de ce qu'on appelle le bien commun. Le fait de se soucier d'un bien qui soit commun à tous, c'est-à-dire de ce qu'on appelle aussi parfois maintenant le vivre ensemble. La solitude n'est pas cependant le seul aspect de la modernité qui joue un rôle dans le développement de notre mal de vivre. Tout cela nous amène par conséquent à envisager la question du nihilisme sous un angle plus large. Nous devons essayer de comprendre en effet ce qui a changé dans la culture moderne et ce qui a changé dans la manière moderne de voir les choses. Nous devons essayer de comprendre en quoi la modernité véhicule une vision générale du monde qui favorise le mal de vivre et le sentiment d'impuissance. Bien sûr, il ne s'agit pas en cela de rejeter purement et simplement le monde moderne, qui a certainement beaucoup de mérites, comme j'aurai l'occasion de le dire en fin de parcours. Mais il s'agit en tout cas de mieux comprendre les dangers inhérents à la modernité, quelles que puissent être ses vertus par ailleurs. Dès lors que les hommes ne peuvent plus partager un ensemble même minimal de valeurs, dès lors qu'ils ne se sentent plus unis autour de convictions culturelles fortes, aucune action collective n'est plus envisageable. Les Grecs de l'Antiquité, par exemple, avaient le sentiment de vivre dans un monde harmonieux, dans un monde cohérent. C'est ce qu'ils appelaient le cosmos. Chacun sentait de ce fait qu'en assumant son rôle parmi les siens, en occupant sa place au sein de la cité, chacun contribuerait à préserver cet ordre du monde, à se dresser contre le chaos. Le cosmos, chez les Grecs, c'est l'ordre qui s'oppose au chaos. Aujourd'hui, la société s'est mondialisée. L'homme n'est plus en prise directe avec son environnement humain. L'essentiel de ce qui nous arrive dans la vie est déterminé par des événements qui se produisent à l'autre bout de la planète. Et l'essentiel des biens que nous consommons sont fabriqués dans des pays très éloignés des nôtres. D'un monde clos, les hommes se sont donc trouvés précipités dans un univers infini. Mais un monde clos se définit par sa cohérence intrinsèque. Chaque partie y est en interaction directe avec le tout. Un monde clos se situe à l'échelle du local. Dans un univers infini, en revanche, chaque partie se sent de plus en plus isolée, de plus en plus perdue au milieu du néant. Un univers infini se joue non pas à l'échelle locale, mais à l'échelle globale. Quoi qu'il en soit, l'ordre ancien du monde est aujourd'hui révolu, et sans doute définitivement révolu, ou en tout cas pour très longtemps. Nous ne vivons plus
dans un monde clos. Nous n'avons plus aucune prise directe sur les événements qui conditionnent notre vie. La preuve en est que nous évoluons aujourd'hui dans une société du risque et que nous assistons à une multiplication des menaces globales. Les dangers auxquels nous sommes exposés ne peuvent plus être imputés à une cause extérieure définie, précise, identifiable. Ce sont des menaces diffuses, des menaces invisibles, comme le sida, la maladie de la vache folle, le réchauffement climatique, les attentats violents et spectaculaires, les crises économiques, la grippe aviaire, etc. On pourrait évidemment multiplier les exemples à l'infini. Nos journaux d'information en sont remplis quotidiennement. Ce dont on parle dans les journaux d'information, ce sont presque toujours des menaces diffuses, des menaces invisibles, des menaces globales. La mondialisation économique a ainsi entraîné la mondialisation de nos problèmes et nous a exposés à des menaces plus diffuses et plus angoissantes que par le passé. Lorsqu'on a prise sur une chose, on peut se rassurer. Peut-être que cette chose est dangereuse, mais on peut se dire « je peux faire quelque chose ». Quand on n'a pas de prise sur les choses, qu'on ne sait même pas où se trouve le danger, on ne sait même pas si le danger existe, alors c'est à ce moment que l'angoisse se fait jour, de même qu'une forme dans l'ombre effraie davantage qu'une silhouette en pleine lumière. C'est ce qui se trouve dans l'ombre qui effraie. Or, dans le même temps, nous nous sentons de plus en plus isolés pour résoudre les problèmes. Nous croyons de moins en moins à la possibilité de mettre en œuvre une réponse collective aux menaces et aux dangers. Là réside notre nihilisme. Plus que jamais, et sans doute en partie par la force des choses, car nous avons souvent raison d'être nihilistes, malheureusement, nous nous disons « à quoi bon ?» Mais il y a un autre aspect négatif de la modernité qu'on pourrait encore invoquer en rapport avec le précédent d'une manière assez directe, c'est la fin des idéaux qui touchent notre époque. Nietzsche, on sait, fut un des grands théoriciens du nihilisme. Or, le philosophe écrivait ceci, c'est le 4e texte qui est cité. Un des désavantages essentiels qu'apporte la fin des visions métaphysiques du monde réside en ce que l'individu se concentre trop intensément sur le peu de temps qu'il a à vivre et qu'il ne se sent pas poussé par des impulsions plus fortes à bâtir des institutions susceptibles de durer des siècles. On vit pour maintenant, dit Nietzsche, et pas pour plus tard. La remarque de Nietzsche prend aujourd'hui une résonance toute particulière. Notre époque se caractérise en effet par un abandon des projets à long terme. Pour la plupart des croyants, pour la plupart des personnes religieuses, comme pour les athées, le paradis céleste compte désormais moins que le bonheur relatif de notre vie matérielle immédiate. Du point de vue historique également, l'ère des révolutions a cédé la place à une acceptation passive du cours des choses. La jeunesse ne semble plus aussi révolutionnaire que dans les années 1960 ou 1970, et les hommes politiques n'ont plus à cœur de mettre en place une société idyllique, ni même, plus modestement, de construire un monde meilleur. Nos gouvernants se contentent de gérer techniquement l'État et ne se préoccupent que des moyens pour y parvenir, sans s'interroger authentiquement sur les fins à long terme qu'ils poursuivent. Nos gouvernants ne sont pas nécessairement à condamner. Nos gouvernants se comportent de cette façon parce que nous-mêmes nous comportons de cette façon. Nous-mêmes, pour une bonne part, avons cessé de nous préoccuper d'enjeux à long terme parce que bien souvent, nous n'en voyons plus même l'intérêt ou la pertinence. Cette évolution s'est exprimée en particulier à travers le développement de la société de consommation. C'est le point que je voudrais aborder maintenant, qui est souvent abordé par les critiques de la modernité et paradoxalement à gauche autant qu'à droite. Comme je l'ai dit, la critique de la modernité, le thème de la décadence sont des thèmes transversaux depuis 2 siècles maintenant, qu'on retrouve dans tous les bords idéologiques et philosophiques. Et la critique de la société de consommation a souvent été envisagée comme le noyau dur de cette critique. À l'époque du capitalisme industriel, au XIXe siècle, la société encourageait chez les individus une mentalité de producteurs besogneux et durs à la tâche, c'est-à-dire prévoyants et tournés vers l'avenir.
on encourageait d'abord les gens à travailler sans relâche, par sens des responsabilités, et le plus souvent sans se soucier d'en profiter un jour eux-mêmes. Il fallait travailler, 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 sans jamais se poser de questions. Mais depuis l'entrée dans la société de consommation, disons grosso modo au milieu du XXe siècle, les choses se sont d'abord faites aux États-Unis et puis ensuite en Europe, depuis l'entrée dans la société de consommation, le capitalisme a compris que pour stimuler la croissance et le profit, il valait mieux au contraire pousser la masse des citoyens à consommer. Or, pour consommer, il faut dépenser, jouir pour soi-même, dans le présent, sans se soucier du lendemain. On continue ainsi à valoriser le travail. Aujourd'hui, évidemment, si plus personne ne travaillait, il n'y aurait plus de biens de consommation produits. Mais aujourd'hui, on ne valorise plus le travail dans l'intention de favoriser l'épargne, c'est-à-dire dans l'idée de conserver pour l'avenir. Comme on le faisait, au contraire, au début du libéralisme, lorsque l'éthique protestante influençait encore l'action des entrepreneurs. C'est la fameuse thèse de Max Weber. L'éthique protestante a déterminé les débuts de l'histoire du libéralisme. Le capitalisme tardif, le capitalisme contemporain, privilégie au contraire l'idéologie de la détente, l'idéologie des loisirs, de la consommation et du laisser-aller. Autrement dit, le capitalisme actuel privilégie la jouissance dans le présent. On n'économise pas pour l'avenir, pour ses enfants et ses petits-enfants, même pas pour soi-même, non. On économise rien, on économise au mieux pour s'acheter quelque chose dans une semaine, dans un mois. On a donc vu se mettre en place, au cours du XXe siècle, une vaste propagande visant à décourager l'épargne et l'accumulation méthodique de biens, l'accumulation d'un capital au sens ancien du capitalisme, dans le but de promouvoir au contraire l'insouciance, la légèreté et le plaisir, à travers le gaspillage illimité des ressources. Le sociologue Daniel Bell souligne le rôle joué par le développement de l'hédonisme consumériste. Le plus grand instrument de destruction de l'éthique protestante fut l'invention du crédit. Alors pourquoi est-ce que Daniel Bell s'en prend de cette façon au crédit ? Pour lui, le crédit a joué un rôle très important au XXe siècle parce qu'auparavant, pour acheter, il fallait d'abord économiser. Mais avec une carte de crédit, on peut désormais immédiatement satisfaire ses désirs. On ne doit pas accumuler du capital pour acheter quelque chose, on peut l'acheter maintenant, et puis on gagnera de l'argent plus tard. On peut dépenser maintenant de l'argent qu'on n'a pas encore. Donc l'invention de la carte de crédit, dit Daniel Bell, a favorisé le développement d'une mentalité qui favorise la consommation précisément parce qu'elle est centrée sur le présent et parce qu'elle se détourne de l'avenir. En somme, la société de consommation a revalorisé l'idée de plaisir. Et pour cette raison, elle a en même temps favorisé l'essor de l'individu en tant qu'il se soucie de lui-même avant de se soucier du groupe auquel il appartient, et en tant aussi qu'il vit dans le présent avant de se projeter vers l'avenir. Avant, pour s'installer dans la vie, il n'y avait qu'une seule solution, c'était que nos parents nous aident à nous installer. Aujourd'hui, pour s'installer dans la vie, on contracte un crédit. Donc on n'a plus besoin de ses parents. Ça veut donc dire qu'on est indépendant de ses parents. Avant, un enfant qui atteignait qui devenait un jeune adulte et qui atteignait l'âge de s'installer avait besoin de ses parents pour pouvoir s'installer. Donc, ça tendait à structurer des rapports sociaux qui devenaient contraints en quelque sorte par l'économie. Dès lors qu'on peut se libérer de ces contraintes, on peut aussi s'affranchir au moins partiellement de toute une partie des rapports de groupe qui structuraient autrefois l'existence collective. Alors, les nouvelles mentalités pouvaient évidemment avoir beaucoup d'avantages et nous en profitons certainement tous aujourd'hui. À titre personnel, il y a beaucoup d'aspects de la modernité auxquels je ne voudrais absolument pas renoncer. Mais ces nouvelles mentalités ont néanmoins grandement contribué à modifier le cours de la vie sociale, à faire exploser nos cadres communautaires de vie et par conséquent à rendre l'existence des contemporains plus solitaire, plus anonyme et parfois aussi quelque peu désenchantés. Les hommes contemporains, sourds à tout enracinement communautaire, privés de liens avec leurs semblables, exclus de la longue chaîne des générations, ne parviennent plus à s'engager dans l'avenir et à adhérer à des valeurs qui dépassent le cadre survivaliste et étriqué de leur existence immédiate. Il reste en effet important de souligner que la modernité n'a pas que des effets négatifs sur le moral des populations. Je pense qu'il y a dans le mouvement même de la modernité des éléments qui se prêtent à la généralisation d'un certain mal de vivre, mais il y a d'autres éléments qui peuvent être invoqués, et pour cela, nous pouvons de nouveau nous tourner vers l'étude des courbes du suicide.
Bien que les riches sociétés modernes mettent spontanément en place des modes de vie qui détruisent la plupart des communautés anciennes structurées, ces riches sociétés modernes, donc, provoquent également certains bouleversements culturels qui peuvent avoir un impact extrêmement positif sur l'état existentiel des individus. C'est notamment ce qu'on peut observer en comparant les taux de suicides nationaux avec l'importance accordée dans chaque pays aux valeurs d'épanouissement individuel, d'expression de soi et de créativité. Bien entendu, de telles valeurs se retrouvent beaucoup plus fréquemment dans les pays riches, par opposition aux valeurs de survie, qui sont plutôt privilégiées dans les pays pauvres. Les habitants des pays riches considèrent généralement qu'il est fondamental d'avoir une bonne qualité de vie, d'être heureux dans son activité professionnelle, d'entretenir un réseau d'amis étendu, ou de s'ouvrir l'esprit par l'éducation et la culture. En revanche, les habitants des pays pauvres considèrent plutôt que leur besogne n'est qu'une simple source de revenus et de sécurité. Les gens dans les pays pauvres ne se soucient guère de l'intérêt personnel qu'ils peuvent trouver à travailler et envisagent la formation sur le tas comme le moyen le plus rapide d'apprendre à travailler dur. Et on constate même, sans comparer les différents pays entre eux, qu'à l'échelle d'une société comme la nôtre, on retrouve aussi ce clivage de valeurs en fonction des classes sociales. Dans les classes sociales aisées, par exemple chez ceux qu'on appelle les bobos, les bourgeois bohèmes, on retrouvera beaucoup plus volontiers donc les valeurs d'épanouissement personnel, l'éducation, la culture, la créativité qui se trouve extrêmement valorisée, par opposition aux classes populaires qui vont plutôt considérer qu'il faut travailler dur. Si on travaille à l'école, quand du moins on encourage le travail à l'école, c'est pour avoir un beau métier plus tard. Enfin, il y a une approche qui est beaucoup plus matérialiste, c'est-à-dire centrée sur des valeurs de survie. Or, il apparaît que les pays les plus réceptifs à l'épanouissement individuel, à l'expression de soi et à la créativité, ont des taux de suicide sensiblement inférieurs à ceux des pays qui y sont le moins réceptifs. Alors la corrélation demeure malgré tout moins forte que pour l'adhésion aux valeurs traditionnelles. Autrement dit, les calculs statistiques montrent que le fait d'avoir des valeurs traditionnelles et d'encourager la vie communautaire permet grandement de lutter contre le suicide et la dépression. Tandis que le fait de mettre en avant les notions de créativité et d'affirmation de soi ne permet, toujours selon les statistiques, de lutter contre le mal-être que dans une moindre mesure. C'est ce qui explique évidemment que dans les pays pauvres, généralement traditionnalistes, mais hostiles aux valeurs de réalisation personnelle, on se suicide globalement moins que dans les pays riches, qui sont généralement anti-traditionnalistes, anti-conservateurs, mais qui sont attachés aux valeurs de réalisation personnelle. Néanmoins, les peuples qui accordent la plus grande importance à l'idée de personne ou de construction de soi en tirent statistiquement une relative protection contre le suicide, comme par exemple les Pays-Bas, l'Australie, les États-Unis, la Norvège ou la Suisse. En revanche, on constate en moyenne un taux de suicide plus élevé parmi les nations riches qui favorisent moins les valeurs de développement personnel, comme par exemple le Danemark, la Belgique, l'Autriche, la France ou la Finlande. Il est indéniable qu'on se soucie plus fréquemment de bien vivre lorsqu'on dispose en quantité suffisante de tout ce qui est nécessaire pour subsister. Les valeurs de survie sont nécessairement plus fortes chez des catégories de population qui n'ont rien, et le développement personnel a meilleure presse dans les pays qui vivent dans l'abondance. Ce sont des problèmes de riches, de se soucier de la créativité et de l'épanouissement personnel. Malheureusement, il semble aussi qu'on ait beaucoup de difficultés à préserver un mode de vie traditionnel une fois certain degré de richesse acquis. Donc il faut être riche pour valoriser la créativité et l'épanouissement de soi, mais malheureusement il faut être pauvre pour valoriser la vie traditionnelle, la vie communautaire. Pour lutter efficacement contre le suicide et la dépression, pourtant, les statistiques nous enseignent qu'il faudrait certainement pouvoir combiner une existence communautaire forte avec une grande liberté accordée à la personne dans son autodéveloppement. Il s'agirait de favoriser à la fois l'encadrement rigide des sujets dans des réseaux de solidarité étroits et l'affirmation de soi vigoureuse d'individus fiers de ce qu'ils sont. La quadrature du cercle, peut-être. Cela fait écho d'une certaine manière au modèle personnaliste
élaboré notamment par Emmanuel Mounier au début du XXe siècle, qui a inauguré tout un courant philosophique de pensée, mais le personnalisme, en fait, sous d'autres noms, existait depuis bien plus longtemps. La personne, pour Emmanuel Mounier, n'est pas une bulle close sur elle-même. La personne n'est pas un individu autarcique coupé du monde. C'est en cela que la personne s'oppose pour Mounier à l'individu. La personne vit en interaction avec des communautés. Elle doit donc respecter la vie communautaire, la vie du groupe. Mais les communautés, inversement, doivent respecter la liberté et la singularité des personnes. La personne ne doit pas dénigrer le groupe, elle ne doit pas dénigrer le clan, elle ne doit pas dénigrer la tradition. Mais le clan ne doit pas étouffer ses membres, il ne doit pas les meurtrir, il ne doit pas les opprimer. Pourtant, ce modèle, j'ai pris l'exemple de Mounier pour tenter de lui donner un peu plus de consistance, mais peu importe la forme exacte qu'on lui donne, ce modèle ne s'est jamais concrètement incarné nulle part, où que ce soit autour de la planète. Dans les territoires les plus épargnés par la souffrance psychique, aujourd'hui, on trouve les pays pauvres et traditionnels d'Amérique latine et d'Afrique. Dans ces pays-là, l'intégration communautaire est très forte, tout comme le poids des valeurs traditionnelles, mais l'idée de développement personnel n'y est en revanche pas du tout considérée. Dans les pays riches et modernes d'Occident, en revanche, on se suscite beaucoup plus. Chez nous, on valorise l'idée de développement personnel, mais très peu les valeurs traditionnelles, et l'intégration communautaire est faible. Il reste enfin un troisième modèle, hérité de l'Union soviétique. En croyant améliorer le sort des hommes, le communisme stalinien et post-stalinien a en effet accompli le sombre prodige de s'opposer à la fois aux valeurs de développement personnel, comme dans les pays pauvres, et aux valeurs traditionnelles et communautaires, comme dans les pays modernes. Le résultat de tout cela, c'est que les ex-pays de l'Union soviétique sont aujourd'hui ceux où l'on se suicide le plus à travers le globe. Mais on ne trouve aucun pays qui ait accompli le prodige inverse, combiner les valeurs de réalisation personnelle avec les valeurs communautaires. La richesse, évidemment, ne rend pas malheureux. Je souhaite à tout le monde d'être riche, c'est préférable. Il vaut mieux être riche qu'être pauvre. Mais les conditions de vie qui permettent le développement illimité de l'industrialisation et l'accès rapide au confort, comme dans nos sociétés modernes, ces conditions de vie, elles, sont hautement suicidogènes. Autrement dit, la richesse n'est pas un facteur de suicide, mais les conditions de possibilité sociale de la richesse peuvent favoriser le suicide. Les pays les plus économiquement développés ne sont probablement pas les pays les plus humainement avancés. Aussi est-il temps pour nous d'envisager de nouveaux modèles d'évolution qui prendraient en compte la dimension qualitative de la vie avant de n'en voir que la part quantifiable. Tout reste à faire pour construire une société qui, sans prétendre nous tenir éternellement à l'écart du désespoir et de l'angoisse, parce que le désespoir et l'angoisse sont consubstantiels à notre nature, mais tout reste à faire en tout cas pour construire une société qui nous assurerait du moins des conditions optimales d'existence au plan spirituel et relationnel. La véritable crise à laquelle nous sommes confrontés, que nous le voulions ou non, n'est pas une crise économique. Notre véritable crise est dans l'homme. Cette crise réside en chacun d'entre nous et nous sommes les seuls à pouvoir la résoudre. Je vous remercie de votre attention. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances, faut du forfait pour oublier la solitude, faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander, faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer, la salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner, faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants, faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour
dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser, sur à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation. Des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé. Faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Paraît qu'il faut virer des profs, et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 €. Faut que ça rapporte aux actionnaires la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos transactions. C'est laisser prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur digitaire. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait, faudrait de l'air dans les tabacs. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries